On va le faire droit au but. Et puis surtout qu'on ait des échanges, qu'on puisse avoir des questions avec toute l'expérience d'Emmanuel. Bonjour à tous, au moins ceux qui n'étaient pas encore salués. Donc, je suis Emmanuel Herman, je suis responsable du service tourisme de la communauté de communes Cœur de Chartreuse. Mais avant d'être responsable du service tourisme, j'ai été recruté pour être directeur de l'EPIC qui gérait l'ensemble des stations du massif de Chartreuse sur la partie, on va dire, plutôt située entre Chambéry et Grenoble sur le versant ouest du massif, puisqu'il y en a aussi sur le versant ouest. Ça comprend les stations de Saint-Pierre-Chartreuse-de-Planolay, les stations du désert d'Entremont qui est dans Savoie. La particularité, c'est qu'on est à la fois à Savoie et à la fois en Isère. Donc le Granier, Saint-Hugues-les-Égaux, qui représentait en gros, si vous voulez, des stations qui avaient un chiffre d'affaires de 1,6 million, 1,8 million d'euros à des stations qui faisaient 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et la particularité, c'est qu'on gère aussi un domaine nordique qui est situé sur le désert d'Entremont. Ça, c'est en 2016, lorsque je suis arrivé recruté par la communauté de communes pour être le directeur de l'EPIC. Et donc, l'idée, c'était que j'exploite ces domaines skiables et, si possible, d'arriver à trouver un équilibre financier pour faire perdurer l'outil. Il y a quelque chose qui s'est passé en 2020, vous vous rappelez bien. On n'était déjà pas dans une situation économique très facile. Honnêtement, on arrivait à faire le petit équilibre, c'était déjà plutôt pas mal, mais on avait des investissements qui étaient très conséquents qui avaient été faits. Et on n'arrivait pas, on peinait à rembourser les annuités d'emprunt, notamment pour un appareil qui avait été construit en 2014 et qui avait été financé par l'emprunt jusqu'en 2043. Très rapidement, je vous explique 2020 ce qui se passe. 2020, encore on nous arrête en cours de saison, ça encore c'est pas très grave. Par contre, on ne redémarre pas en 2020-2021 puisque la saison a été, l'État nous a empêché d'exploiter, mais c'était toutes les stations de France. À ce moment-là, il y a une aide de l'État qui est proposée aux stations pour pallier au chiffre d'affaires qui n'a pas été généré. Sauf que très rapidement, nous on nous dit, bah non, en fait, vous avez réalisé des investissements, ça ne fait pas partie du fonctionnement, donc on vous donne que la moitié de ce que vous avez besoin. Donc on creuse le trou. Autre élément, les banques qui nous suivaient, notamment à travers une ligne de trésorerie, nous disent, bah finalement, vous remboursez la ligne de trésorerie, on ne vous en refait pas. Donc à partir de là, les élus qui venaient d'être élus, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2020 c'est les élections municipales, se retrouvent avec une situation en gros qui est on-off. Soit on arrête tout puisque aujourd'hui ils n'avaient plus les moyens de venir combler le déficit lié à l'emprunt et surtout ça venait impacter d'autres compétences de la collectivité. Donc très rapidement, les compétences de la collectivité, vous avez les compétences obligatoires et les compétences facultatives. Le ski en fait est une compétence facultative et c'est ce qu'on appelle un SPIC, donc un service public industriel et commercial, que vous devez normalement équilibrer par la recette de vos redevances ou d'autres profils qui sont liés aux remontées mécaniques. Donc alors, si quand même vous présentez le domaine skiable en question, c'est un domaine skiable qui est composé de 14 remontées mécaniques, 4 téléportées, une télécabine débrayable, un télésiège 6 places débrayable relativement récent et 2 pinces fixes en télésiège. Et le reste c'est des téléskis. Altitude maximum 1800 mètres, altitude minimum 900 mètres. Chiffre d'affaires sur les dernières années, c'était pas les plus brillantes, 1,5 million. Le chiffre d'affaires le maximum réalisé 2,2 millions et en moyenne, avant les années 2020, on va dire, on était aux alentours d'1,6 million, 7 de chiffre d'affaires. Et les amortissements qui restaient encore quand même à financer, à budgéter à hauteur de 3,5 millions. Alors à partir de là, les élus, donc fin 2020, début 2021, concrètement, on réunit l'ensemble des acteurs du domaine skiable, ce qui représentait en gros une centaine de personnes à ce moment-là, et on dit, nous on a un problème, aujourd'hui on ne sait pas faire, en gros on n'a pas les moyens de continuer à renflouer le déficit. Si on ne se regroupe pas tous ensemble et si on ne travaille pas tous ensemble, on n'arrivera pas à sortir de ce problème-là et on sera obligé de fermer. Première chose, on a fait un voyage d'études. Alors, on est allé à Métabier, c'est un peu avant que Métabier soit dans les feux de la ronde, parce qu'il se trouve qu'on connaissait Olivier Erard, qui était le directeur de l'Étabier à l'époque. Donc on a fait un déplacement pour que les gens commencent à se connaître, à discuter ensemble hors territoire, et puis rencontrer un autre territoire qui est dans la même situation que nous, même si Métabier c'est un cas particulier, puisque c'est le département du Doubs qui est derrière, et que le département du Doubs a un peu moins de difficultés à mettre de l'argent sur la table que nous. Derrière, l'idée, c'était de se dire, à partir de ce voyage d'études, comment on arrive à constituer un collectif. On en a beaucoup parlé cet après-midi, des notions de collectif, mais en essayant de faire attention à ce que ce collectif, ce ne soit pas que l'école de ski, ce ne soit pas que les remontées mécaniques, que ce soit des habitants, potentiellement que ce soit aussi des jeunes. Ça, c'est là où vous verrez après c'est là où on peine un peu le plus.
et surtout qu'on ait vraiment une représentativité de l'ensemble des corps de métier qu'il y avait sur le territoire concerné par le domaine skiable. Donc là, par exemple, dans ceux que vous avez sur la photo, vous avez des chefs d'entreprise qui n'ont rien à voir avec le ski, vous avez des agriculteurs, vous avez des forestiers. En gros, on a été assez vigilants à ce que vraiment on ait l'écosystème local qui soit représenté. Et à ce moment-là, on leur a demandé de signer, de s'engager en disant, bah voilà, à partir d'aujourd'hui, on commence à travailler ensemble sur l'avenir de ce domaine skiable. Ça, c'était au début de la démarche, et on s'est très vite rendu compte qu'il fallait qu'on l'organise un petit peu plus, en tout cas un petit peu mieux. Et c'est là où comme on n'avait pas beaucoup de moyens, on a répondu à tous les appels à projets qui passaient. Malheureusement, on les a quasiment tous eus. Donc à un moment donné, il y a eu un petit souci, c'était d'arriver à coordonner tout le monde, parce qu'on a parlé du diagnostic sensible, donc on a eu l'accompagnement de la fabrique des transitions, et vous l'avez compris, ça passe à travers des interviews. Mais après, on a eu aussi, on a fait partie du projet Transtat, projet européen. Et là, à nouveau, c'est des interviews, c'est à nouveau des entretiens, c'est les mêmes personnes. Donc à un moment donné, on s'est dit, on va épuiser nos acteurs, donc il faut qu'on trouve une solution quand même un petit peu intermédiaire. Et là, on a commencé à s'organiser, à se structurer. Donc on a structuré un groupe du grand public. Le groupe du grand public, c'est les gens qui, quand ils se sont inscrits auprès de nous, nous ont dit, nous, on n'a pas le temps de travailler avec vous, par contre, on veut vraiment être informé de ce que vous faites. Donc à chaque fois que vous pouvez, il faut nous informer, newsletter, informations sur les sites internet, etc. Ensuite, on a constitué un groupe d'alliés. Là, le groupe d'alliés, c'est un petit peu comme tout à l'heure, on évoquait le travail qui a été mené à l'échelle du Massif central sur le plan d'adaptation au changement climatique. Là, on s'est dit, il nous faut un vivier quand même assez conséquent, donc on a une centaine de personnes au sein de ce groupe d'alliés. Par contre, en réel, qui participent vraiment, pour vous donner une idée, sur l'année 2024, c'est 12 réunions quand même. Donc pour qu'ils soient vraiment présents, on a plutôt qu'une quarantaine de personnes. Donc c'est un petit peu moins. Je dirais qu'il faut 100 personnes pour avoir 40 personnes à peu près à chaque réunion. Et ensuite, on a mis en place un comité de coordination qui est composé de représentants du collectif, des communes sièges de station et des élus de la communauté de communes. Et ça, c'est l'outil de pilotage que l'on a et travaille depuis 4 ans maintenant. Avec d'ailleurs l'accompagnement de la fabrique pour le constituer. Malgré tout, donc on a fait exactement notre travail, on n'a pas fait un bilan, on a fait un diagnostic. En fait, on connaît relativement bien notre station, on connaît relativement bien notre territoire, mais si c'est Emmanuel Hermel, l'ancien directeur, qui parle aux 100 personnes et qui leur dit bah non, mais l'appareil, il est vétuste, il faut faire des travaux dessus si on veut le redémarrer, on va vous dire non, mais c'est à charge, vous devez monter, c'est pas vrai. Donc du coup, on a été obligé de repasser par un certain nombre d'étapes pour que ce diagnostic il soit partagé. Et on l'a fait à travers plusieurs événements qu'on a organisés avec des approches un peu particulières. Là, vous avez par exemple plus de 150 personnes qui sont présentes et on a fait appel à des clown analystes pour venir retranscrire de manière plutôt sensible que scientifique des éléments qui étaient eux scientifiques. Après, on a fait intervenir, on verra tout à l'heure aussi des facilitateurs graphiques pour la même chose. Après, on a fait appel à des experts pour venir discuter autre chose que de la question de la station de ski, mais qui est aussi sur le siège de la station de ski. En période estivale, vous avez du pastoralisme. En proximité du domaine skiable, vous avez des forêts. Donc il y a eu des spécialistes de la forêt, des spécialistes de la question de l'eau, des spécialistes de la question du pastoralisme, et on a fait intervenir des spécialistes de la biodiversité. Et à partir de là, on était exactement dans la même logique que ce qui vous a été présenté juste avant. C'était se constituer un socle commun, solide. Et très honnêtement, le diagnostic de chacun des personnes, et encore moins les scientifiques, est le même de son voisin. Mais par contre, on a quand même des bases, un tronc commun sur lequel on est à peu près tous d'accord. Et puis on a mobilisé d'autres outils de prospective. Alors on en a parlé tout à l'heure, Clean Snow. Et puis il y a un outil qui est intéressant pour s'il y a des élus dans la salle. Moi je ne le connaissais pas à l'époque. C'est la MRCDP, c'est la mission régionale de conseil aux décideurs publics. C'est sur les aspects financiers. Et qui viennent vous aider en vous disant si vous prenez telle option, vous avez forte chance de vous planter. Si vous prenez telle autre option, peut-être que là il y a une viabilité à trouver. Donc là c'est un service qui est assez intéressant, qui épluche. C'est un peu comme la Chambre régionale des comptes, sauf que là ils sont en conseil, ils ne sont pas en audit. Et donc ce travail-là, pareil, ça a mis quand même un petit moment. C'est quand même quelque chose qui a duré quasiment 1 an sur vraiment mobiliser les connaissances déjà existantes, mobiliser les nouvelles connaissances, les partager, les échanger. Il y avait des avis contradictoires. On a le centre d'études de la neige qui est basé au col de Porte, qui est à peu près 6 km du domaine skiable. Donc on a des données depuis plus de 60 ans sur l'enneigement. Malgré ça, il y a quand même des personnes pour mettre un peu en cause ces données. Donc on est rentré dans le dur, on a confronté les données, on a confronté des avis, on a confronté des orientations.
pendant une année. Juste une remarque, parce que c'est quelque chose qu'on a vu aussi, nous, sur Faberge, Cetonex et le cas de la Sambie. C'est vraiment important, c'est que, en fait, on a l'impression qu'une fois qu'on a dit un message, on a passé une info, par exemple, sur l'aspect financier ou sur l'aspect climatique, eh ben, il est considéré comme acquis. Et en fait, non. Malheureusement, c'est la répétition, c'est les différentes formes de transmission qui vont faire en sorte que ce message il va être intégré, compris, pris en compte. À l'Assemblée, par exemple, la question financière, parce que c'était une des questions qui a guidé l'action politique de choix de fermeture, eh bien, en fait, cette question financière, on s'est aperçu après la fermeture qu'elle n'avait pas été du tout comprise, intégrée. C'est-à-dire que le message qui consistait à dire que non seulement il y avait entre 300 et 500 000 euros de déficit annuel, qu'à cela il fallait rajouter des millions d'euros d'amortissement qui continuaient à courir, même encore dans les 20 ans qui vont venir maintenant, c'est-à-dire après la fermeture, etc., etc. En fait, ça n'avait pas été compris, parce que pas suffisamment expliqué, communiqué. Alors, justement, pour revenir à ce que tu dis moi, il faut savoir que par rapport à ça, à chaque fois, nous, on était en retrait. Un élément important, tout à l'heure, je vous parlais du projet Transtat, projet européen, on n'est pas commanditaire, c'est-à-dire on n'a pas passé commande à Transtat, c'est Transtat qui est venu chercher le territoire, et du coup, il y a une neutralité, ils ont une liberté de parole qu'on leur a laissée, qui était volontaire. Les scientifiques, bien sûr, on leur demande pas on ne commande pas leur discours, et les entreprises sur les RN, en interne, on avait des gars qui étaient capables de faire le même diagnostic. Le fait de se dire on confie l'audit de chacune des remontées mécaniques à un prestataire extérieur, c'est un coût, mais par contre, il est un peu plus objectivé et au moins, en face, vous avez un peu moins l'inquiétude de vous dire mais en fait, ils sont en train de nous embrouiller, les données qu'ils nous donnent ne sont pas justes. Donc, encore une fois, c'est important. Et après, effectivement, comme vous disiez Benoît, les clowns, c'est le côté sensible, mais il y a des gens qui sont plutôt visuels. Donc, dans les projections, c'est amusé à dire à quoi je pourrais ressembler graphiquement la Chartreuse à plus 4 degrés. Il y a eu des lectures musicales, il y a un certain nombre. L'idée, c'était vraiment d'utiliser tous les supports possibles et imaginables pour traiter ce diagnostic de la situation. Et par contre, on a aussi varié les échelles. Parce que, encore une fois, un domaine skiable, c'est intéressant, une station, mais c'est pas le comment de la station qui est intéressant, c'est le pourquoi. Pourquoi on a une station, à quoi elle sert, qu'est-ce que ça génère, pourquoi on l'a créée, et pourquoi on a envie de la faire perdurer malgré la situation qu'on est en train de vivre. Et ça, c'était important, donc on a vraiment travaillé sur ce pourquoi plutôt que sur le comment. Alors, juste là, c'est pour vous montrer le processus. Donc, on s'est rendu compte assez vite qu'on avait un processus qui était plutôt de l'ordre du sprint. En gros, si on n'était pas efficace et rapide sur le domaine skiable, concrètement, aujourd'hui, on n'aurait plus du tout de station. Plus de téléski, plus rien. Parce qu'en fait, vraiment, financièrement, on en était quand même à ce que les élus aient à arbitrer de l'aide à des crèches, de l'aide à des ALSH, des aides donc, au quotidien des gens, ou la station, parce que financièrement, c'en était la fin. Donc du coup, il fallait vraiment trouver une solution si on voulait encore garder au sein de la destination touristique chartreuse une activité ski. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment mis l'énergie dans un premier temps sur ce qui s'apparente plutôt à un sprint. Donc là, c'est tous les petits points que vous avez, c'est le nombre de réunions sur l'année 2024 avec les différents cercles. En tout, il y a des personnes qui ont fait 31 réunions sur l'année pour la station. Sachant que ça ne compte pas la partie opérationnelle, c'est-à-dire l'exploitation. À partir de là, on a fait un certain nombre de réunions où il y a eu des décisions qui ont été prises, sachant que là on est dans un organe qui n'est pas un organe délibérant, on n'est pas au sein de la communauté de communes. Là vous avez des habitants, vous avez des socio-professionnels, vous avez des acteurs, et à chaque fois il y avait des propositions qui étaient faites. Je dis n'importe quoi, fermer tel appareil, ouvrir le lundi, fermer le lundi, etc. Et c'était par consentement. Donc des fois ça durait un petit peu longtemps. Mais par contre à la fin, on avait une position qui était retranscrite auprès des élus qui font partie de ce collectif et qui venaient le présenter au conseil communautaire. Et du coup, derrière, honnêtement, même dans les décisions qui étaient des fois des décisions compliquées ou courageuses à prendre, elles étaient prises assez facilement parce que ça avait été complètement discuté et débattu ici. Et après, il y a un autre élément qui est hyper important. Je ne sais pas s'il y a d'autres financeurs que le commissariat massif dans la salle, mais il faut mettre des budgets sur les coûts à payer après, sur la poisson, sur les petits buffets, sur les fours. C'est là que tout se joue en fait. Et le problème avec les clowns, ça paraît, les gens me disent c'est n'importe
fois, honnêtement, je vous promets que quand vous arrivez le jour où vous réunissez tous les acteurs, tous les habitants dans une salle qui est 4-5 fois comme celle-ci, qu'elle est blindée, et qu'ils savent que globalement vous pouvez annoncer que la station va être fermée, je peux vous dire que les clowns, ils ont été hyper efficaces. Parce que l'ambiance, quand vous ouvrez la salle et que les gens rentrent dans la salle, vous savez que ça peut mal se passer, quoi. Quand on est reparti, là c'est la même réunion que celle où potentiellement on pouvait annoncer la fermeture totale. Là, moi il a fallu que je vire les gens à minutes passées parce que les gens en fait finalement ils avaient changé complètement d'attitude. Ça s'était complètement dégonflé au niveau de l'ambiance et les gens étaient très bien là, ils continuaient à discuter sur l'avenir en fait. Donc des fois il y a des choses bizarres, mais en tout cas c'est assez efficace. Alors aujourd'hui vous en êtes. Concrètement vous avez la station que je vous ai présentée tout à l'heure, 4 téléportés, 10 Monténégré et téléski. Aujourd'hui deux sites qui restent en activité. C'est un choix collectif hein, bien sûr. Le site qu'on appelle le site du Planolet, 5 téléskis, plutôt un niveau qui va du débutant jusqu'au 3e étoile. Un secteur qui est exploité à 100% par une association qui est là en délégation de service public, avec un contrat de délégation de service public qui est un petit peu particulier. En gros, ce contrat il dit que si jamais ils ont une casse de matériel importante, donc un téléski qui, je sais pas, par un moteur ou une machine, par exemple sur une dameuse et une machine qui va vraiment des coûts de réparation très importants, ils n'auront pas l'obligation de rendre le matériel à la communauté de communes comme ils l'ont trouvé au départ. En gros, ils ne sont pas obligés de faire les travaux. Et à l'inverse, la communauté de communes n'a pas l'obligation de réaliser les travaux sur les appareils ou sur la machine. Dit autrement, petit à petit, on le sait très bien, ils sont très compétents hein, par contre. Vous avez chez eux beaucoup de personnes qui ont travaillé chez Poma, qui ont travaillé chez Doppelmayr, qui ont travaillé chez Kessbauer. Donc c'est des gars qui ont récupéré du matériel, aujourd'hui sont en capacité de vraiment entretenir comme il faut. Même il y a des stations, je pense, qui prédiraient quand elles voient les compétences des gars. Par contre, s'il faut changer un planétaire sur une dameuse qui coûte 30 000 €, on sait que l'association n'aura pas les moyens et que la collectivité aujourd'hui n'ira pas non plus. Donc là, il faut laisser Alors, il y a plusieurs machines, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, il y a cet effet que petit à petit, on va aller décroissant encore. Vous avez un système ici qui est identique, sauf que là, ce n'est pas une association, c'est un acteur privé, mais qui est propriétaire d'un restaurant ici et d'un restaurant ici. Donc son idée, c'est d'avoir un modèle économique global, avec des activités, un peu comme vous parliez tout à l'heure de Prabouré, un peu comme un Prabouré, avec des activités avec du tubing, avec des choses comme ça. En fait, c'est le modèle économique global sur lequel lui, il espère arriver à faire vivre le morceau de station qui reste. Et tous ces appareils, donc 4 téléportés, celui-ci aujourd'hui, il est en Maurienne, il a été revendu. Celui-ci, on va le garder. Et les deux autres, on va les démonter aussi. Il y en a encore un autre qu'on va démonter qui est vendu en pièces. Donc en gros, à l'échéance du 31 décembre de cette année, il n'y aura plus de téléportés sur le domaine skiable. En fait, tout simplement parce que c'est ce qui coûte le plus cher à exploiter. On était à un moment des GI, pour ceux qui connaissent, donc c'est les grandes inspections. Sur un téléporté type débrayable, ça peut aller jusqu'à 900 000 €. Et sur les autres qui étaient à pince fixe, on était sur des montants aussi à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ça, c'est juste pour redémarrer l'appareil, je ne vous parle pas du fonctionnement, de l'exploitation. Et pour les démonter, là, le démontage aussi. Alors, le démontage, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait associé un certain nombre d'acteurs. Dedans, on a des entreprises, notamment une entreprise qui est assez connue qui s'appelle Chartreuse. Et on a des mécènes. Il y a une partie qui va être cofinancée par le département de l'Isère, qui considère que c'est une opération exemplaire et que du coup, à ce titre-là, il est prêt à financer le démontage. Ce qui est pareil, c'est pas si simple. Hein. C'est plus facile de financer la construction que de financer la déconstruction. Je pense que là aussi, la loi change un peu, parce que je pense que demain, il y aura quand même d'autres stations, il n'y aura pas que Saint-Pierre-Chartreuse qui est dans cette situation-là, et qui aura vraiment à trouver un moyen. Pour vous donner une idée, la globalité du démantèlement, c'est plus de 300 000 €. Il y a une naturation derrière, quoi. Alors, oui, avec la naturation. Alors, sans rentrer dans le détail, tous les massifs de gare à zéro. C'est-à-dire, c'est même pas, c'est pas 50 sous le TN, c'est carrément dans les filles. On ne laisse pas de traces. J'ai les photos, je vais les recevoir pendant la réunion, puisqu'ils sont en train de terminer. L'idée, c'est de rendre. On ne verra pas qu'il y avait quelque chose à ce endroit-là. Il y a que les lions dans la forêt qui vont rester. Donc, la revalorisation quand on peut. Donc, on revend à d'autres stations les pièces qui peuvent être revalorisées. La compte de l'ours, il a été revendu en totalité. Et après, on va travailler avec un lycée technologique de Bourg-en-Bresse, où il y a des pièces qui vont servir pour l'atelier au lycée technologique. Donc ça, c'est la partie, le sprint dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il fallait faire
faire rapidement, sinon on risquait de ne plus avoir beaucoup de ski sur ce secteur-là. Donc quelque part, on n'est pas vraiment en transition puisqu'on garde une activité ski. Mais elle est quand même sérieusement diminuée et surtout, elle est à peu près à la dimension économique et financière que peut supporter le territoire. C'était ça le jeu. Et puis la gouvernance quand même. Ah, la gouvernance, c'est très changé. Changé aussi. Ouais. Alors justement, en parlant de la gouvernance, en fait, on s'est assez vite rendu compte que le travail qui était donné sur la station, donc à l'échelle du domaine skiable, on ne pouvait pas la réfléchir qu'à cette échelle-là. Donc on est monté à l'échelle des 2 communes, après à l'échelle de l'interco, et c'est là où il y a eu tout un travail de se dire, bah, maintenant on est dans le chantier 2, le chantier de l'endurance, voire de l'ultra-endurance, c'est de se dire, il faut qu'on réfléchisse à la transition de notre territoire dans sa globalité. On est reparti avec notre cycle de conférences de scientifiques, etc. Et là, on a invité les gens qui le souhaitaient, comme aujourd'hui, et on leur a dit, bon, on va vous faire vivre une journée avec plus 4 degrés. Mais on a poussé le vice jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on leur a fait à manger comme si on était à plus 4 degrés, il y a un certain nombre d'éléments. En gros, on a créé l'ambiance de plus 4 degrés, et avec des scientifiques, des INRAE, avec des ingénieurs agronomes, etc., pour se dire, bah, percevoir ça passe à travers les ports, ça passe à travers le goût, ça passe à travers beaucoup de choses, à travers aussi un certain nombre de réactions. J'ai trouvé qu'on avait la chance à ce moment-là d'avoir un scientifique québécois qui est un petit peu un clown, qui est chercheur indépendant au GIEC, qui s'appelle Stéphane Labranche. Là aussi, si ça vous intéresse, c'est excellent. Et on a fait une conférence interrompue en allant gratter auprès des gens tous les imaginaires qui aujourd'hui sont bloquants par rapport à s'imaginer à plus 4 degrés. Et à la suite de ça, il y a eu un travail au sein de la communauté de communes d'écrire une feuille de route qui est adossée au projet de territoire de la communauté de communes en se disant, pour la communauté de communes Cœur de Chartreuse, les habitants et les élus, la transition du territoire, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on a un préambule de 2 pages qui explique tout ce qu'on doit travailler dans l'avenir au niveau de la communauté de communes en matière de transition et surtout lire les projets que soutient la communauté de communes ou que porte la communauté de communes à travers cette feuille de route de la transition. Sans être votre partie 4 degrés, vous l'avez fait comme s'il n'y avait pas eu d'adaptation de fait? Alors non, on l'a fait, on a travaillé avec les ONG agro de l'INRAE qui justement se projettent sur notre territoire, enfin sur des territoires de montagne, plutôt alpins, plutôt karstiques, sur qu'est-ce qu'on va retrouver comme production locale à plus 4 degrés. Notamment par exemple, il n'y a plus de bovins, il n'y a quasiment plus que de bovins, voire que du caprin. On va retrouver beaucoup de protéines végétales plutôt que de protéines animales, des choses comme ça. Donc ils ont travaillé avec un restaurateur qui a accepté parce que c'est quand même aussi et donc du coup ils ont travaillé ensemble sur le menu, sur la composition du menu et des productions. On a été chercher plutôt des productions dans le sud pour les arriver ce jour-là. Mais ça on peut vous partager ça. Et donc du coup, sur ce qu'on a appris de la démarche, le diagnostic, honnêtement, des fois on se dit, ouais, les diagnostics, il y en a 50, il y en a des kilos, il y en a des tonnes, mais le diagnostic c'est un élément incontournable, et vraiment c'est quand même l'élément déclencheur de l'opération de tous les cas chez nous. Les arguments techniques, il y a des fois on a fait intervenir des personnes au niveau par exemple des remontées mécaniques qui étaient des pointures, parce qu'on a la chance d'être à côté de chez Poma, on a la chance d'être à côté des STRMPG, etc. En fait, comme je le disais Benoît, ça ne lève pas forcément les freins. C'est pas l'argument qui fait que les choses vont changer. Si vous pensez que c'est des démarches qui vont être très linéaires, alors là vous vous trompez, il y a des jours, en plus vous préparez la réunion, vous dites ça va bien se passer, limite vous repartez avec le courant et les plumes. Par contre la réunion d'après, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est un sujet conflictuel, ça passe tout seul. Voilà, on est tous pareils, hein, on fluctue aussi en termes d'ambiance au cours des jours et de la journée. Il y a encore quand même des dogmes qui ont vraiment la vie dure. Celui-là, s'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît la formule et qui est capable de me la donner, moi je vais vous dire. Alors là, pour vous dire, on en est arrivé à un point où on n'est pas à se payer une baisse cifre pour faire le vrai calcul. Parce que là, on n'y croit pas une seconde. En tout cas, chez nous, c'est pas vrai. Et encore une fois, la méthode des outillages, mine de rien, c'est vraiment important. Parce que sinon, je pense qu'on tourne en rond et on démobilise les gens, on démotive les gens. Le tiers extérieur, on en a beaucoup parlé, soit pour la partie technique, soit pour les scientifiques, par exemple. Le monde de la science, alors je ne vous l'ai pas dit, mais on est structuré quand même, le collectif est structuré ce qu'on appelle un laboratoire vivant.
c'est un peu techno, mais en gros, on a des scientifiques avec nous, des habitants, des consommateurs et des socioprofessionnels. Ça, c'est quand je disais, la variété, elle est pour cette organisation-là. Les autres thématiques, on les a mis assez vite dedans parce que ça nous paraissait important. On a notamment des contraintes avec le tétra, on a des contraintes. Non, c'est pas des contraintes. On fait attention au tétra, c'est pas pareil, mais on a des contraintes sur les câbles puisqu'il faut mettre les bouées. Et donc du coup, c'est quelque chose qui était déjà connu. Donc quand on a dit on va faire intervenir des personnes spécialistes de la biodiversité, ça perturbe les personnes, mais en tous les cas, on n'a pas attention à ce qu'il soit bien fait. Les démarches participatives, c'est ce que je vous disais. La démarche participative, comme vous êtes élu, qui participez à la transition de la station et que vous devez aller au conseil communautaire pour dire, alors que le conseil communautaire dit on arrête tout, et que vous allez voir en disant en fait on ne va pas tout à fait tout arrêter, on va continuer quand même un peu, il faut que les élus ils aient une certaine légitimité à le faire, et quand vous avez 100 personnes avec qui vous allez travailler, qui vous ont soutenu derrière, ils trouvent assez facilement la légitimité, et c'est important, je pense. Bon, ça s'inscrit quand même sur du temps long. 2021 le début, on est en 2025, on démontre la remontée mécanique en ce moment. Voilà, c'est quand même pas, c'est pas neutre quand même. Et puis encore, ça c'est plutôt une faiblesse. Honnêtement, on a eu du mal à. Autant sur la journée à plus 4 degrés, il y a des jeunes qui ont participé, autant sur la partie vraiment station, on a eu vraiment du mal à les mobiliser. Finalement, on commence à les mobiliser sur la partie station et sur la partie développement du VTT et pas sur le ski. Donc on se demande même si la culture du ski dans la culture de nos jeunes, elle n'est pas déjà un petit peu perdue depuis quelques années. Non, tu ne penses pas? Ah bon.